Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf. Je ne sais pas, ça sera peut-être un bœuf politique ou un bœuf bourguignon, ce sera à vous de déterminer, car le sujet est financier, le sujet est bancaire, le sujet est entrepreneurial, donc je ne sais pas comment le baptiser aujourd'hui. À chacun d'entre vous, donc, dans son fauteuil, de définir comment appeler cette émission aujourd'hui. Nous sommes à Montréal, comme vous le savez, et nous allons à la rencontre des Africains, des Camerounais, qui ont une valeur, qui ont quelque chose à proposer à la diaspora et au continent africain. Et l'un d'entre eux aujourd'hui, c'est Camille Lagueux, qui est responsable de la plateforme de services d'inclusion financière. Donc, il va nous expliquer ce que c'est. Bonjour Camille. Oui, bonjour, merci d'être des nôtres à Montréal aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de m'avoir sollicité pour expliquer ce que vous faites à Montréal. Avant d'attaquer le vif du sujet, Camille, on va essayer de vous connaître. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quel a été votre parcours étudiantin et professionnel? Ok, merci. Moi, c'est Camille Lagueux. Je suis originaire du Cameroun. Donc, actuellement, je suis à Montréal. Mon parcours est un peu atypique parce que j'ai un background qui est parti d'un parcours de travail professionnel dans une entreprise au Cameroun, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Entre autres, j'ai travaillé dans le groupe Bolloré. C'est ma dernière... Bienvenue. Alors, nous avons été deux à travailler dans le groupe Bolloré. Ah, toi également? Oui, j'ai passé 4 ans au service à la direction financière et aussi déployé sur des projets de déploiement de systèmes d'information. Bon, j'ai fait à peu 20 pays africains où j'intervenais dans les missions de migration de systèmes d'information, comptables et financiers, et accompagner les utilisateurs sur la prise en main des outils, systèmes qui étaient déployés. Et entre autres, maintenant, je suis arrivé à Montréal en 2013, où j'ai commencé, comme tout le monde, quand on arrive dans nos pays, à trouver un travail. Et parallèlement, j'avais un désir ardent de vous lancer en entrepreneur, de devenir mon propre patron. Parenthèse, êtes-vous retourné à l'école en arrivant au Canada? Non, je n'ai pas fréquenté au Canada, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Oh, c'est exceptionnel ça. Oui, j'ai entendu dire que tous ceux qui arrivent au Canada doivent retourner à l'école pour valider ici, pour valider ça. Oui, c'est un mythe qui est généralement entretenu par les frères qui sont arrivés avant, qui essaient de dire que dès qu'on arrive, il faut aller à l'école. Tout dépend du profil de la personne et aussi de l'objectif et de comment la personne veut bâtir son profil de carrière. Donc moi, en arrivant au Canada, j'avais déjà un background un peu enrichi, consistant, avec plusieurs missions et aussi une compétence avérée dans le domaine financier comptable, qui est ma formation de base. Donc, je suis comptable et gestionnaire de formation. Et puis, par la suite, j'ai jugé utile de me lancer en entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est par excellence le contexte ou l'environnement pour mieux exprimer ses talents, ressentir exactement quel est son plein potentiel. Donc, j'ai commencé en passant par une compagnie américaine, qui est au nom de Primerica, Service financier Primerica, où j'ai commencé comme représentant indépendant jusqu'au poste de vice-président régional. Vice-président régional? Oui. Jésus-Marie-Joseph. D'accord. Donc, vice-président régional dans un contexte particulier de cette entreprise se définit comme une personne qui a grévé en termes de promotion et qui a bâti une espèce de succursale financière où il a une équipe de travail indépendant par contre que lui va mener en termes de coaching pour réaliser un nombre d'objectifs définis dans le cadre de cette succursale. Vous me redonnez le nom de cette entreprise-là? Primerica Service financier. D'accord, donc il y a certains qui disent « Oh, ben Jackie, moi, il faut rencontrer des gens qui racontent des conneries. » Donc vous pouvez vérifier. Voilà, vous êtes vice-président régional. Oui, j'étais vice-président régional. Mais au cours de mon parcours également, j'étais très passionné par tout ce qui va avec la technologie. Et en 2014, je veux dire, j'ai eu à entendre parler de la blockchain à travers une vidéo YouTube qui insistait sur comment la blockchain pouvait apporter un plus dans ce qu'on appelle
la crypto-monnaie aujourd'hui, tout ça. On va y arriver. Je voulais comprendre quel a été votre parcours. Et là, je me rends compte, je ne savais pas. Oui. Est-ce que je l'ai lu dans votre CV, ça vice-président de quelque chose? Vous l'avez mentionné dans votre CV? Oui, je l'ai mentionné. Donc, j'ai mentionné vice-président et directeur de succursale financière. Ah, d'accord. C'est l'expérience avant celle dont je d'accord. suis. Quand j'ai vu financier, ma tête est restée bloquée là. C'est mon cap. Oui. Le cap, Je comprends. Oui, en fait... Bon, chers téléspectateurs, ne pensez pas que c'est Yaya Touré. Hein. Non, c'est pas Yaya Touré, c'est Camille Lagu. Peut-être Yaya Touré. Hein? Oui, certains pourraient se dire Yaya Touré s'est reconverti dans la finance. Non, c'est Camille Lagu. Alors, oui, ça me rappelle effectivement lors de mes missions chez Bolloré. Dans plusieurs pays où je suis passé, on m'appelait Yaya Touré. Même en Côte d'Ivoire, en 2012, j'y étais rendu pour une mission professionnelle. Oui. À l'aéroport, le monsieur des douanes qui m'a rencontré m'a demandé: est-ce que vous connaissez Yaya Touré? Parce qu'il a regardé ma carte, effectivement, il a vu que je venais du Cameroun, mais il était surpris de voir la ressemblance. J'ai dit oui. Et puis on a rigolé, et puis c'était comme ça. Oh, ben voilà. Vous avez quel âge, Camille Lagu? Cette année, j'ai 38 ans. Je fêtais mes 38 ans. C'est jeune pour quelqu'un qui a le parcours que vous avez. Oui, de façon particulière, j'ai commencé à travailler très tôt. À 25 ans, j'ai commencé à travailler dans une entreprise qui faisait dans l'ingénierie conseil au service comme assistant administratif financier à Yaoundé. Donc c'était une expérience, ma première expérience qui a duré 1 an. Et de là, je suis parti pour me retrouver aux brasseries du Cameroun. Bon, d'abord avec la Isenbeck, la Siak Isenbeck qui a été rachetée par les brasseries la même année où je suis arrivé. Je suis resté là 1 an également avant de partir de là pour être au groupe Bolloré en 2009. Vous avez fait des infidélités à Pierre Castel pour trouver son compatriote Vincent Bolloré. Ah oui, bon. Vous les aimez, hein, les Français, hein? Peut-être, je dirais que c'est mon parcours ou bien la force des choses que je me suis retrouvé dans scène-là. Sinon, au Cameroun, être déjà employable à l'âge de 25 ans, cela signifie que vous avez eu votre bac à quoi, 16 ans, 17 ans? Non, j'ai eu mon bac à 20 ans. 20 ans? Oui. Et en 5 ans, vous avez pu vous bâtir un parcours? Oui, je suis passé par le cursus BTS, en comptabilité de gestion, où j'étais major national. Ah, d'accord, major national. Je comprends pourquoi on vous a vite récupéré. Ouais. Bravo. Oui, j'étais major national, merci beaucoup, à l'examen BTS, en comptabilité de gestion, en 2004, par là, oui. Et puis, progressivement, je suis allé vers le monde professionnel tout en poursuivant mes études à l'Intec de Paris, par correspondance, oui, l'Institut national de technique économique comptable, où j'ai eu un diplôme de gestion de comptabilité, également un master en comptabilité, contrôle et audit. Wow. Bon. Mais tout ça en cours par correspondance, tout en travaillant. Tout en travaillant. Oui, c'est ça. Ça, c'était du boulot. Alors, qu'est-ce qui m'amène à vous? Depuis quelques mois, vous m'envoyez des documents de vous, je lis, ça parle de finance, ça parle de banque, ça parle... je ne sais pas tout, hein. Je me suis dit, ce monsieur, il va falloir que je lui donne la parole. Et je vous ai promis que quand je serai au Canada, je vous donnerai la parole pour que vous nous expliquiez aux téléspectateurs et à moi-même ce que vous avez mis sur pied et qui pourrait intéresser l'Afrique, qui est vu comme le continent d'avenir. Alors, j'ai vu Shaw Banka. Shaw Banka, c'est quoi? Oui, déjà, depuis le mois de juillet 2017, j'ai été approché par la personne même qui est le fondateur de Shaw Banka, un certain Chigozi, qui est un monsieur très brillant, qu'on a eu à échanger sur LinkedIn, et puis on partageait les mêmes visions, la même valeur et la même façon de bâtir quelque chose pour l'Afrique. Donc, partant de là, nous avons mûri l'idée de comment on peut déployer un écosystème bancaire et financier pour aider non seulement les compatriotes restés au pays, mais ceux de la diaspora à se développer sur le plan
économique et financier. Donc, Shore Banca, le mot shore ça veut dire sur. Shore Banca, in English. In English. So that you do speak English very well. Sure, we can continue in English also. And Mr. Chigozie, you say? Chigozie, yeah. Chigozie. Yeah. Is she from Nigeria? Sure, it's a Nigeria. Hi, Mr. Chigozie. How are you doing? I hope to meet you very soon. Now he's even in Lagos. He's there to launch one of our projects regarding real estate. So we are also building houses for people, offer it as an investment also. So for those who are very interested to invest in real estate in Nigeria, we are also offer this possibility. Where does he live? He lives in London. In London? Yeah, in London. So I can try to London in UK, basically in Scotland. Glasgow, Edinburgh. Yeah, exactly, Edinburgh. Because you have an office there in Edinburgh. I often travel to Glasgow. I'm going to be in Glasgow the next month. Oh, we can organize a meeting with him. Yeah, you can do something like that. But my English is not very fluent. No problem, it's even fluent. I need the translation. Okay, no problem. I will organize a meeting with him. That's sure. Okay. Dear telespectators, as you know, my program is for French people, so I have to continue in French. I'm sorry, but the next time I promise you that I will improve my English and make a program in English also. So, donc, vous êtes approché par M. Chigozie et vous partagez les mêmes points de vue sur le développement de la Shore Banca qui pourrait permettre aux Africains de se développer sur le plan financier et économique. De s'améliorer financièrement, de devenir financièrement indépendant, parce que dans le fond, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la sphère financière traditionnelle regorge beaucoup de limites et de dysfonctionnements dont on pourrait améliorer. Alors, Shore Banca, qui veut dire banque sur, Shore Banca en anglais, donc essaie d'être cette plateforme qui va offrir un ensemble de services et de produits financiers en l'accent sur une approche inclusive. Ça veut dire quoi l'inclusion financière? Ça veut dire que dans les mécanismes d'offre de services, que ce soit de la conception jusqu'à l'utilisation du produit, que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire clients et les promoteurs, partagent les mêmes valeurs, les mêmes visions et les mêmes gains générés par la plateforme. Ça, c'est la philosophie qui est derrière Shore Banca. Donc, et la bonne nouvelle, c'est que Shore Banca regorge un vivifié de compétences transversales dans les différents domaines, c'est-à-dire domaine informatique, domaine ingénierie financière, domaine économique. Donc, on essaie d'être ce groupe de personnes qui essaient de penser, de réfléchir et de créer des concepts, des solutions réelles, utilisables pour aider la communauté africaine, diaspora et locale à s'améliorer financièrement. Aujourd'hui, peut-on dire que Shore Banca est une banque conventionnelle comme les autres ou une banque en ligne? Comment peut-on voir cela? En fait, dans l'évolution qu'on observe un peu de partout aujourd'hui, il y a une sorte de foisonnement, de création. Il y a des startups qui se lancent vers des nouveaux produits, comment innover dans le secteur bancaire, financier, qui est l'un des secteurs qui a subi beaucoup de transformations dans l'histoire de l'humanité. Alors, Shore Banca se positionne comme un ancrage ou un pont entre les services bancaires traditionnels, actuels et futurs, en essayant d'aller chercher à travers la technologie sous-jacente qui est la blockchain. La blockchain, je vais revenir là plus en détail, est une sorte d'architecture technologique protocolaire qui permet donc d'élaborer un ensemble de produits utilisables, conviviales, utilisables par tout le monde pour livrer des solutions plus pragmatique pour les clients. Mais ça, c'est pour les initiés, ce que vous m'expliquez là. Maintenant, il faut que la ménagère de 50 ans, qui est assise dans son fauteuil, comprenne en quoi Shore Banca lui apporterait un plus dans le secteur bancaire ou économique. Parfait. Alors, Shore Banca apporterait un plus dans ce sens où le système bancaire traditionnel
a créé une sorte d'exclusion sans s'en rendre compte. Donc, on a des exclus, ce qu'on appelle les non bancarisés, ou les sous-bancarisés, ou les mal servis par le système financier. Pourquoi? Parce que les règles et les restrictions pour accéder aux services bancaires traditionnels sont très très strictes. Alors nous, on essaie de trouver, grâce à la technologie mobile, comment amener ces services-là à la portée de madame et monsieur tout le monde, mais tout en essayant également de créer un cadre qui leur est familier. Donc nous avons développé des interfaces dans ce sens et on est allé plus loin pour dire une personne qui n'a pas accès à l'Internet, par exemple, nos mamans qui font des bains au Cameroun, comment cela peut être utile? Effectivement, nous avons créé des produits propres à Chobanka qui peuvent être définis comme nos points uniques de vente, qu'on a appelé les e-vouchers. Les e-vouchers, c'est une espèce de bon électronique qui est généré à travers notre plateforme qui peut être remis à une maman. C'est-à-dire quoi? La maman, au lieu de déposer son argent, elle va se rendre au point des marchands parce que nous, on utilise un réseau de marchands. Les marchands, c'est des boutiquiers, des salons de coiffure et autres qui vont servir des points de relais. C'est-à-dire des points comme des terminaux. Pour faire du terre-à-terre. Papa donc. Jacob qui a une boutique au marché Mokolo. Oui. L'autre, papa David qui a une boutique à Lagos. Oui. On peut aller déposer là-bas, on peut aller déposer son argent chez lui, Oui. et avoir un ticket que j'ai déposé tant. Oui, avoir un bon, c'est-à-dire un bon électronique qui est généré, qui a une valeur monétaire. D'accord. Qui lui attribue cet argent d'une manière digitale. Et cette personne a donc l'équivalent en argent physique. C'est comme si on retirait l'argent dans un guichet automatique. Mais cette fois, grâce au marchand. Donc là, elle a l'argent digital sur un papier qu'il inscrit avec le montant, admettons 200 € ou 100 000 francs. Elle peut maintenant envoyer ça par SMS à cette personne à Lagos qui l'encaisse aussi auprès d'un marchand là-bas. D'accord, ça ne semble plus passer par les services Western Union, MoneyGram, machin, truc, non. On le contourne complètement. On contourne et puis il n'y a plus de frais à payer. Il n'y a plus de frais. On le rend instantané, gratuit. D'accord. Alors là, notre produit e-voucher dont je parle fonctionne exactement comme de l'argent, mais seulement qu'il est digital, pour vous permettre la transportabilité ou la transférabilité en un temps record en utilisant le réseau Internet ou également des SMS. Donc c'est à peu près comme ça. C'est là où on a réellement innové pour aller chercher les populations de base, ce qu'on appelle en anglais les grassroots. Parce que si on ne peut pas innover pour améliorer les conditions de vie des populations de base, on n'aura pas apporté un plus. Parce que ceux des zones urbaines, la classe moyenne, ils ont déjà un outil, entre guillemets, qui n'est pas suffisamment équipé. Camille Laguela, c'est de l'argent virtuel. Oui. Ce sera de l'argent virtuel. Ce qui fait que, vous me corrigerez si je me trompe, cette maman du quartier qui aurait déposé son argent physique chez M. Jacob ou Mr. Davis, on ne pourra plus l'agresser pour lui arracher son argent parce que c'est virtuel. Si quelqu'un prend son téléphone et transfère l'argent sur un autre compte téléphonique, il y a traçabilité, on saura qui lui a volé les sous. Absolument. Donc c'est une protection pour ces personnes-là. Exactement. C'est une protection et une sécurité de niveau supérieur parce que cet argent qui est converti en monnaie digitale ou virtuelle. Virtuelle, vraiment, pour qu'on comprenne bien. Il a une valeur égale à la monnaie, seulement qu'il est plus contrôlable et traçable. On peut tracer et savoir qui a reçu quoi, où et quand. Là, ça crée une couche de sécurité. De sécurité, oui. Et ça renforce faire attention. Oui, et puis on va pas définir, rentrer dans la robustesse du réseau blockchain aujourd'hui en termes de sécurité et résilience pour toute attaque hacking. Donc, c'est l'une des technologies évoluées que l'humain a pu découvrir ces dernières années qui nous permet de renforcer la sécurité, la protection et la difficulté de falsifier. On ne peut pas le falsifier en fait. Voilà, les mamans, les papas du quartier, les frères et sœurs, vous avez compris. Hein? Comment peut-on accéder à Chobanka aujourd'hui? Effectivement, nous avons développé déjà des solutions viables et fiables à travers des plateformes comme ShorePay. ShorePay est l'une de nos solutions qui permet les transactions d'envoi
et réception d'argent de part et d'autre dans le monde. Donc, à partir de votre téléphone, vous pouvez directement accéder à notre plateforme. Si vous tapez shopee.money, vous entrez, vous avez directement accès à notre page d'accueil. À partir de là, vous pouvez vous enregistrer. Et autre chose que vous pouvez faire à travers notre plateforme, qui est aussi très très important compte tenu de l'actualité de l'heure, c'est la capacité de convertir vos devises. C'est-à-dire, vous pouvez passer du franc CFA à l'euro, de l'euro au dollar et du dollar au CFA ou au naira. Donc là, ça permet à la personne également de protéger son argent contre une éventuelle dévaluation ou une perte de valeur liée à l'inflation ou à la volatilité de la monnaie. Donc c'est également une sorte de refuge pour des personnes qui ont peur d'une éventuelle dévaluation. Donc votre argent garde là la même valeur en termes de pouvoir d'achat et va éventuellement également vous préserver contre une dévaluation. N'y a-t-il pas de frais de conversion Oui, il y a des frais de conversion qui s'appliquent, mais elle est relativement liée au marchand, c'est-à-dire la personne à qui vous convertissez de l'argent, et également le taux de change et le taux de change du marché. Parce que si vous regardez aujourd'hui, quand vous êtes au Cameroun et que vous voulez aller en Europe, vous avez par exemple le CFA, vous rendez, je crois, à quoi vous voulez convertir votre argent en euros. Oui. Il y a des taux qu'on appelle les taux de Cambis, le marché noir, qui est très fort par rapport au taux du marché. C'est-à-dire ils ont des taux où si 1 euro est en temps réel à 655,975, ils vont vendre à 700 parfois. Donc là, le taux est très fort. Alors, à travers notre plateforme, vous avez un taux plus réel, c'est-à-dire qui est réel au marché. Maintenant, il y a des frais de transaction qui sont relativement plus faibles que ce que vous allez avoir avec ces marchés. Mais par contre, vous avez cette possibilité d'avoir accès à votre argent partout, parce que grâce à notre plateforme, vous allez avoir une carte qui vous permet de retirer votre argent de partout dans le monde. Partout, sans frais cette fois-là? Non, il y a des frais qui vont être appliqués par cette banque tiers, parce que vous utilisez un réseau qui n'est pas le nôtre, mais si vous passez par notre réseau, il n'y a pas de frais qui s'appliquent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, on essaie d'aller chercher un ensemble de solutions qui rend les services le plus moins cher possible et le plus accessible également pour le client. Plus moins cher, plus vite et plus accessible. C'est ça notre concept et notre vision de ces choses. Vous venez de faire de moi un infidèle, car j'étais inscrit chez quelqu'un comme ça. Ouais. J'ai même reçu sa carte. Ouais. Je ne vais pas dire si je vous dirai en off, vous ne pouvez pas leur faire de la pub. Mais je pense que je vais vous rejoindre, car vous êtes des Africains, vous travaillez pour l'Afrique. Absolument. Alors que là où je suis là, je peux convertir mon argent sur mon téléphone portable, mais ces frais-là restent à d'autres personnes qui ne sont pas africaines. Vous voyez un peu le truc. Il ne faut pas avoir honte d'être monopoliste, non? Oui, la bonne charité commence par soi. Voilà. Si vous n'êtes pas content, moi je suis content de voir les Africains qui travaillent pour l'Afrique. Et je vais vous rejoindre, je vais faire l'infidélité. À la fin, vous me rappelez, je vais vous montrer mon portable, vous verrez chez qui je suis, dans le même style. Bon. Maintenant, on va poursuivre Camille Lagon. Oui. J'ai aussi lu dans le texte que vous m'avez envoyé ce thème blockchain. C'est quoi blockchain? En fait, la blockchain, c'est un concept qui fait un peu vaciller, amener les gens de gauche à droite. C'est blockchain, la chaîne de blocs. Cette technologie a vu le jour avec la crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin. Et le Bitcoin est venu à naissance en 2009. Donc la première transaction de Bitcoin a été inscrite en 2009 sur la blockchain. Donc c'est une espèce de registre distribué et décentralisé qui permet d'enregistrer les transactions. Comme par transaction, c'est toute transaction financière envoi-recevoir de façon continue et inscrit sur ce registre la possibilité de le supprimer une fois qu'il est validé. Donc ça veut dire quoi? Si je t'envoie 100 €, dans le système traditionnel, admettons je le fais par transfert bancaire, il y a une transaction qui est mise dans un lot qui va être validé au niveau de la base de données bancaire. Alors là, on va sur le système traditionnel, cet argent va passer par ma banque pour aller vers ta banque, à la banque centrale, une chambre de compensation avant d'arriver chez toi, avant d'arriver dans ton compte. Alors, sur le réseau blockchain,
il y a un mécanisme algorithmique qui est mis en place qui permet que cette transaction soit émise et aller directement chez toi et validée par ce mécanisme automatique qui va l'inscrire sur le grand livre que toi ou moi pouvons vérifier qu'effectivement cet argent qui était dans mon compte est maintenant chez toi et que je ne peux plus l'utiliser. Donc là, ça vient comme révolutionner le concept bancaire et financier où on a à la fois un réseau et un moyen de stockage de moyens en un lieu. Parce qu'aujourd'hui, on a le réseau, par exemple PayPal ou Visa, c'est le réseau de paiement ou une passerelle de paiement multirail, et on a des serveurs de banque où l'argent est stocké de manière digitale ou virtuelle. Donc quand je mets une transaction à partir de mon compte bancaire, il y a de l'argent qui est débité de mon compte, c'est-à-dire sorti pour aller vers ton compte. Et il y a un ensemble d'équipes qui travaillent. Parfois, la transaction peut aller jusqu'à 3, 4, 5 jours pour être validée. Sur la blockchain, la transaction est validée instantanément. Pas la possibilité de le modifier, ni le supprimer une fois qu'il est approuvé. Et tout le monde peut le consulter sans le modifier. C'est ça la blockchain. Les deux parties peuvent consulter les deux parties sans modifier. Et les transactions sont anonymes. Donc on peut dire pseudonyme parce que en cas de problème, on peut faire une vérification pour voir effectivement qui a reçu quoi, où et quand. Pourrait-on imaginer que la blockchain soit installée sur un site internet comme le site internet gmteplus.com? Oui. Aujourd'hui, pour m'envoyer 2-3 sous, il faut passer par PayPal. Pourrait-on imaginer que la blockchain que vous développez remplace PayPal sur mon site, par exemple, pour que je reçoive des dons des téléspectateurs? Oui, en fait, la blockchain essaie de révolutionner la notion de stockage de serveurs clients pour le rendre distribué et décentralisé. Parce que dans le modèle traditionnel actuellement, les données fonctionnent en mode de serveur client. C'est-à-dire il y a un endroit où les données sont stockées, il y a une personne qui interagit pour aller chercher les données et qui dépasse les données qui sont envoyées. Alors, sur le modèle blockchain, c'est plutôt une sorte de toile. C'est-à-dire que chaque appareil constitue à la fois serveur et client. C'est-à-dire qu'il se connecte et crée une sorte de résilience. Alors, les données sont fragmentées et stockées de façon disséminée sur le réseau. À chaque fois qu'on va l'interroger, il va aller le chercher. Et le système fait en sorte qu'un appareil ou un nœud quitte, il ne change en rien la résilience ou la solidité du réseau. Est-ce que vous comprenez? Je comprends, mais ça c'est beaucoup plus technique, c'est pour les initiés ça. Oui, pour dire quoi, si je stocke une donnée, un fichier dans mon téléphone, et que ce téléphone est éteint, il n'est pas accessible. Or, ça c'est dans le modèle serveur-client. Dans le modèle blockchain, ce fichier, j'ai juste une copie qui a un lien de connexion avec les autres. Donc même si mon appareil est éteint, l'autre copie est accessible à un autre endroit. Ah, d'accord. Donc c'est ça la révolution qu'il y a là-dedans. Et de l'autre côté, que je le supprime complètement chez moi, je ne peux pas supprimer dans des milliers d'autres ordinateurs qui se trouvent. Donc, ça veut dire que la blockchain appartenait plutôt à un groupe. Il appartient à tout le monde parce que le fichier est réplicable et duplicable sur plusieurs nœuds. Chacun a une copie. Donc si je participe à la communauté, en même temps je crée une résilience. Je veux l'expliquer. Aujourd'hui, l'une des applications les plus réussies de la blockchain, c'est le Bitcoin. Et plusieurs d'autres crypto-monnaies qui sont sur le marché. Alors la particularité du réseau blockchain Bitcoin, c'est que il y a la communauté des utilisateurs, donc les gens qui échangent de l'argent. Il y a la communauté des valideurs de transactions, ce qu'on appelle les mineurs. Ils font le minage de transactions avec leurs ordinateurs pour valider les transactions. Et ces parties sont obligées de coopérer ensemble pour le bon fonctionnement du réseau. On a maintenant d'autres personnes qu'on appelle les développeurs qui font la maintenance. Alors ces différentes personnes sont mutuellement inclusifs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas intenter une action sans que l'autre ne soit au courant. Alors toutes ces personnes créent une sorte de mécanisme consensuel et renforcent le réseau d'une manière décentralisée. C'est-à-dire que chaque mineur, par exemple, un mineur qui intervient dans le processus de validation, il va compétitionner avec d'autres mineurs. Parce que quand les transactions sont émises, admettons je t'envoie 100 € sur le réseau, il va aller dans une sorte de pôle, comme un bassin,
Et puis les mineurs vont compétitionner pour voir qui va valider. Tout ça se fait de façon informatique, donc c'est des calculs très très complexes où ils vont chercher à valider qui va trouver le puzzle, donc comme une équation. Alors la première personne qui trouve, il renseigne tout le réseau que finalement c'est moi qui ai validé ça et puis il s'ajoute au bloc précédent. C'est ce qu'on appelle ça blockchain. Parce qu'à chaque fois une transaction est validée, c'est sous forme de lot qui crée un bloc qui s'enchaîne au précédent et l'autre est enclenché, ainsi de suite. Donc ça crée une espèce de résilience, de sécurité qui on ne peut pas initier. Si je veux par exemple supprimer une transaction qui est située entre le bloc précédent et le bloc suivant, il va falloir que je supprime d'abord le bloc qui est venu avant. Et à chaque 10 minutes, des transactions sont générées. Alors depuis que nous sommes là, il y a au moins, je peux dire, 3 blocs qui ont été générés. Et dans chaque bloc, c'est à peu près 2000 transactions. Wow. Générées de part et d'autre dans le monde. Wow. Tout ça, chacun peut le vérifier sur le net. Si vous allez sur le net, vous tapez blockchain Bitcoin, vous allez voir comment les transactions sont générées en temps réel. Donc, ça, c'est une grosse évolution parce que sur cette base, on se rend compte que la blockchain peut être utilisée dans plusieurs autres domaines. On peut l'utiliser dans le domaine bancaire, financier, dans le domaine également de la gouvernance. Tout ce qui est gestion peut être inscrit sur la blockchain. Partant des identités, c'est-à-dire les certificats de naissance, les certificats de mariage, les pièces d'identité sont suffisamment gérées par la blockchain. Et aussi, on peut également faire des votes, c'est-à-dire gérer un processus électoral sur la blockchain. Ah bon? Oui. Vous n'aimez pas vos dirigeants africains, hein? Vous créez des choses comme ça qui ont été emmerdées. Ils ne vont pas vous aimer, hein? Alors, on doit plutôt trouver ça très salutaire parce que ça apporte un pan qu'on doit normalement élucider parce que gérer un État, une nation ou une collectivité demande une certaine transparence, surtout quand ça concerne la chose publique. Parce que si je suis en charge de la chose publique, je dois rendre compte à ce public. Alors, la blockchain crée un système de compte rendu systématique en temps réel. Donc chacun peut être au courant de qu'est-ce qui se produit, où et quand et à tout moment. Camille, vous cherchez le problème. Même chez moi en France, pays démocratique, il y en a qui ont la phobie administrative. Vous voyez un peu, Thomas Tevenou, là. Ouais. Il y a un autre qui oublie de déclarer ses impôts. Il oublie même où est-ce qu'il prend là des revenus. Ouais. Il vient de démissionner, là, monsieur Jean-Louis Alouvin, là. Okay. Ouais, donc votre blockchain là va déranger, même chez nous en France. Hein. Oui, je ne dis même pas en Afrique, vous voyez le truc quoi. Absolument, parce que si on veut regarder dans l'histoire de l'humanité, tout changement a toujours été un problème pour les gens. Ce n'est pas la première fois, forcément dans le domaine de technologie. À chaque fois qu'il y a une révolution, il y a une sorte de résilience, de résistance, ouais. de combat, de guerre. Et même quand bien même ce changement apporte une amélioration pour l'intérêt de plusieurs. Alors nous sommes conscients de cela et c'est même la raison pour laquelle je mène cette activité parce que je trouve en cela quelque chose de plus grand. C'est pas juste une question de se faire de l'argent sur une transaction, mais ça va au-delà de cela. C'est carrément une révolution, une renaissance même parce que ça vient changer les paradigmes économiques, social et politique. Je pense que vous n'aimez pas votre tête. Hein. Vous êtes d'origine camerounaise, vous dites que votre blockchain est une renaissance. On va tout de suite faire le lien. Ah oui, surtout pour ceux qui sont liés aux mots ou à des termes, ça va les rejoindre. Bon. Vous êtes sur JMTV+. La dernière partie de cette émission, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans un bœuf. Je ne sais pas comment vous le qualifiez à la maison. Envoyez-moi des petits mots, dites-moi comment vous avez qualifié cette émission. C'est un bœuf bourguignon, c'est un bœuf politique, c'est un bœuf quoi financier, je ne sais pas. Alors, la dernière partie, c'est le Bivestchain. C'est quoi ça? Bivestchain a une corrélation avec blockchain. Bivestchain, c'est la blockchain de Shore Banker. C'est-à-dire, Bivestchain veut dire blockchain Internet of Value Exchange. Parce que là, on rentre dans Internet of Money. Là, on avait eu l'Internet of Information, c'est-à-dire ce qu'on a aujourd'hui qui permet d'échanger d'informations. Et d'ailleurs, l'argent, l'échange d'argent est une communication. Donc la monnaie, c'est une communication.
Donc notre blockchain qui est le Biverse Chain est un fork, si on veut dire, c'est un fork de la blockchain du Bitcoin, avec un mécanisme de rétrocompatible. C'est-à-dire qu'il y a une compatibilité entre notre blockchain et la blockchain Bitcoin. C'est-à-dire une transaction qui est mise sur la blockchain Bitcoin peut être également validée sur le nôtre. Parce que dans cet élan de développement de la blockchain, parce que la blockchain est une technologie, on peut le développer. Il y a plusieurs blockchains, chacun peut le développer. Et maintenant, il y a la question d'interopérabilité ou de communication de ces blockchains. Parce que si on va résoudre un problème en créant un autre, c'est qu'on n'a pas vraiment apporté un plus. Non. Alors, nous, on essaie de partir de notre blockchain qui est le Biverse Chain pour ajouter une valeur, ajouter une couche de plus pour améliorer ceux qui sont déjà là et non pas dire qu'on va le remplacer. C'est pourquoi je parle de ces parties, c'est une dérivée. Fork en anglais veut dire dérivé de la blockchain originale qui est le Bitcoin, qu'on a ajouté également beaucoup d'autres couches de technologie pour le rendre plus convivial, plus contextuel. Et de l'autre côté également, notre blockchain Biverse Chain est intégrable et permet également la gestion des entreprises. C'est-à-dire, à partir de notre blockchain Biverse Chain, on peut déployer pour gérer une entreprise. Parce que dans le fond, l'architecture blockchain va remplacer l'architecture Internet telle qu'on la connaît aujourd'hui, et même de beaucoup d'entreprises. Parce que si vous regardez aujourd'hui, des compagnies comme Facebook et autres sont progressivement en train de migrer vers la blockchain. Pourquoi? Parce que la blockchain se présentait comme la pièce manquante du puzzle Internet. Je répète, la blockchain était la pièce manquante. Pourquoi? Parce que quand l'Internet est venu en existence dans les années 90, avec toutes les promesses, toutes les estimations qu'on a faites, on s'est rendu compte au fil du temps qu'il y a des manquements, notamment sur la question de contrôle de données, sur la question de sécurité. Vous voyez un peu? Alors là, actuellement, grâce à la blockchain, on essaie de partir d'un écosystème où les données sont centralisées vers des serveurs des géants du numérique qui deviennent très très puissants et dominent le monde, vers un écosystème où les données sont centralisées vers le client. Donc on va passer d'un modèle centralisé corporate vers un modèle décentralisé client. Utilisateur, où chacun aura le contrôle de ses données. Et ajoute maintenant notre... Chacun aura le contrôle de ses données. Oui. Grâce à la blockchain, on peut contrôler ces données et donner accès à qui on veut, même jusqu'au gouvernement. C'est-à-dire vos données d'identité et vos données produits, vos contenus, vous avez le contrôle et vous pouvez le monétiser. Donc chaque personne qui accède, par exemple, je veux m'attarder, par exemple, si vous regardez sur YouTube, quand vous faites des publications de contenu, des vidéos, quand les gens les écoutent, ça crée une sorte d'influence, de nombre de vues qui sont notées et parfois rémunérées à partir de là. Ou bien ça devient un pôle d'attraction, on va passer par là pour faire des publicités. Or, aujourd'hui, ce modèle, ça c'est ce qu'on appelle l'économie de partage. Ce modèle a des limites. Parce que cette entité qui vous donne les plateformes comme Google à travers YouTube, ils font énormément d'argent. Alors, cette valeur générée à travers vous, parce que vous avez attiré un public qui, par là, ils vont faire des publicités, mais la récompense que vous recevez n'est pas à sa juste valeur. Ah, ça, c'est une évidence que nous ne sommes pas attribués à notre juste valeur, parce qu'on fait 1 million de vues, on a à peine 2-3 sous. Voilà. Donc là, on va aller vers un mécanisme plus juste et plus équitable, parce que grâce à la blockchain, on a un système d'empreinte numérique qui est tracé et traquable. C'est-à-dire on peut le retracer, on peut le traquer et le récompenser plus justement. Donc, il y a beaucoup de projets actuellement qui essaient de travailler dans ce sens. Et ce n'est que la blockchain, par ce réseau décentralisé, et le mécanisme d'incitatif qui va permettre de mieux récompenser les gens. Et ça vient donc comme fragmenter et révolutionner le concept du web. C'est pourquoi ces entreprises sont obligées d'aller vers là. Alors ça va créer maintenant une certaine acceptation de perdre une partie de ces gains au profit de la communauté. Je prends un exemple. Si
une compagnie, les géants du numérique, ils faisaient peut-être 100 millions de revenus par année. Dans le contexte blockchain, ils vont faire moins, ils feront 50 voire 60 millions. Les 40 millions vont rester à la communauté. Donc c'est là où il y a la grosse révolution. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je vois. Et c'est uniquement un outil comme ça qui peut le rendre effectif. Alors là, ça va révolutionner la banque, ça va révolutionner la monnaie, ça va révolutionner le numérique tout court. Voilà. Et puis on est d'accord qu'on s'en va vers une transformation numérique tout azimut. Si vous regardez un peu partout dans le monde, il y a une sorte de courant, un vague. Même le président chinois Xi Jinping a dit, je crois que c'était en décembre, qu'il trouve que cette technologie est une vraie percée, c'est-à-dire la blockchain. Donc il a encouragé fortement les Chinois à se lancer là-dedans. Et maintenant au niveau des banques, si vous regardez les banques centrales un peu partout dans le monde, ils essaient de vouloir créer l'équivalent de Bitcoin, ce qu'ils appellent le Central Bank Digital Currency, pour essayer de montrer aux gens que nous avons l'équivalent. Mais la différence, c'est quoi? C'est que dans cet élan, il y aura tous les gens qui vont chercher à truquer. Parce que la chose qui fait la blockchain Bitcoin la plus puissante, c'est qu'il a essayé de repenser un environnement de confiance, un environnement où les gens même qui sont des protagonistes ou des antagonistes sont obligés de coopérer ensemble pour atteindre le même but. Ça, c'est la grosse révolution. Depuis la nuit des temps, on cherchait un outil qui pourra amener les ennemis et les amis à travailler ensemble, même quand ils ne veulent pas. Alors ça va révolutionner, ça va empêcher même des guerres, des tensions dans le monde. Parce que si on regarde un peu l'origine des conflits, c'est toujours des questions d'intérêt, questions d'argent, de commerce, de contrôler une ressource. Alors si on a un mécanisme qui permet que la ressource soit contrôlée au niveau local, de façon décentralisée, ça vient comme modifier progressivement la perception de la ressource. Parce qu'elle sera plus redistribuée de façon plus équitable. Mais vous qui êtes du secteur technologique, vous êtes en train de faire mal à ceux du secteur bancaire, là. Vous les mettez au pas presque. Oui, en fait, c'est comme toute chose, ça suit un courant. Chaque chose a son temps. Là, les banques n'ont pas toujours été là. Ils ont hérité d'un système qui était là. Alors, si aujourd'hui, le courant va vers une transformation de la banque vers... C'est pas que la banque va pas disparaître, mais elle va se transformer. Elle va être plus vertueuse. Oui, être plus vertueuse, c'est ça le mot. Et ça nous prend trop de sous, hein. On va réinventer la banque et le système financier parce que là, on a vécu pendant une ère où le pouvoir financier, l'oligarchie financière domine le monde. Je vais le dire ici, Camille Lagueux, hein. Chers téléspectateurs, le compte de JMTV+, est sur une banque virtuelle. Ouais. Je paye 11 € par mois. Voilà. Dans une banque traditionnelle, j'aurais payé 48 € le mois. Vous me faites le rapport. J'économise par mois 37 €. Exact. 37 €. On va me dire, oui, il y a des gens qu'on paie à la banque, mais bon, le service, mais ils doivent se réorienter vers d'autres métiers parce que la banque, l'édifice bancaire où il y a des gens assis au bureau qui font le boulot de paperasse va tranquillement disparaître au profit d'un écosystème décentralisé, distribué où chacun a sa propre banque. Vous savez, c'est-à-dire être sa propre banque, c'est qu'à partir de mon appareil, je le contrôle de ma banque. Je peux émettre de l'argent à quelqu'un, je peux recevoir, je peux payer, j'ai plus besoin de me déplacer à un guichet. Parce que on avait recours aux services bancaires traditionnels, on allait là parce que on était dans un domaine où cette profession était un peu mythique et mystifiée. Oui. On nous faisait croire que... Et puis certaines personnes allaient à la banque en ayant peur, et pourtant c'est eux qui travaillent l'argent. Alors on essaie de dire non, il faut démystifier, redonner le contrôle de l'argent à celui qui crée l'argent, pour qu'il puisse être à la fois l'acteur central et non un utilisateur relégué au second plan, comme ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens mettent l'argent là-bas et après ils vont y aller à la banque, les banques le font chanter. Et pourtant, c'est eux qui font vivre la banque. Croyez-moi qu'un jour, j'ai quitté le Crédit Lyonnais en France parce que j'avais assez d'argent chez eux. Ma mère décède, j'y vais 72 ans, maman demandé 3 000 €. Je reviens 3 jours après, j'ai pas les 3 000 €. Voilà l'intérêt, ma mère, mon argent
ton argent. On ne me le donne pas. Exact, c'est ça. Donc, vivement que ça se passe. Hein. Alors, comment implémenter cela en Afrique où il y a une forte réticence? Je vois dans votre pays, dans notre pays, je le dis comme ça, certains me tirent dessus, le Cameroun, utiliser une simple carte bancaire est un problème, alors qu'on est en train de passer la crypto-monnaie. Comment allez-vous pouvoir implémenter cela en Afrique et particulièrement en Afrique noire francophone? Effectivement, c'est l'un des gros problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. Le fond du problème est situé au niveau de la perception et même de comment les gens voient cet univers. Or, malheureusement, il y a une sorte de vague, une horde de personnes qui ont infesté l'environnement en essayant de vendre une sorte de mirage à la population africaine francophone, de telle en sorte que j'étais au Cameroun au mois de novembre et je me rends compte que les gens ont plus acheté le côté spéculation, investissement où on te dit mais une somme d'argent en moins de 6 mois tu vas devenir millionnaire. Les gens ont cru cela. Oui, les gens ont cru, les gens ils mettent de l'argent et après au jour au lendemain ça disparaît avec leur somme et ça crée une espèce de psychose sociale. Les gens ont peur maintenant de s'aventurer dans cet univers et nous on essaie de repenser la chose autrement. C'est-à-dire quoi? Il y a plusieurs phases d'adoption d'une technologie ou bien d'une innovation. Soit aller vers le système existant, essayer de leur montrer qu'est-ce qu'on apporte et travailler avec eux pour progressivement aller vers où on veut aller. Ou alors attaquer vers la base, c'est-à-dire aller vers des personnes qui ont réellement besoin de services, essayer de les amener progressivement. Mais ça, c'est une bataille très difficile. Alors, nous, on essaie d'utiliser les deux approches parce que notre écosystème, notre plateforme, telle que je l'ai définie avec les produits qui existent, est suffisamment implémentée, adaptée pour répondre à tout cela. C'est-à-dire conduire l'adoption en passant par le système traditionnel pour les amener vers progressivement, ou alors aller vers la base, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, pour les amener à utiliser la plateforme. Donc, l'adoption va suivre plusieurs phases. Ça peut partir d'un effet viral ou bien un effet d'adoption progressif et lent, tout en gérant toutes ces velléités liées aux biais culturels et aux biais cognitifs qu'on connaît, et aussi la réticence liée aux différents difficultés auxquelles, en fait, ou bien des pertes que les gens ont eues et qui envoient une sorte d'information pourrie qui affecte tout le monde. En tout cas, il y a de la place pour cela. Hein. Vu combien de personnes ont perdu de l'argent dans les banques au Cameroun, moi-même j'en ai perdu d'ailleurs. On met l'argent aujourd'hui, demain, il dit la banque a fermé, la coopérative a fermé, ton argent a disparu. Il vaut mieux ce genre de sécurité-là. Oui. Parce qu'en fait, on essaie d'accompagner. Notre cible principale, c'est les populations non bancarisées, sous-bancarisées ou mal servies, que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise ou association ou groupe de personnes. Ce qui fait que ce soit les microfinances, les institutions financières, les services de transfert d'argent, ils sont la bienvenue pour utiliser nos technologies. On va les accompagner vers la migration vers cet outil. Camille Lague, on ne peut pas tout dire en un jour. Vous savez que vous êtes les bienvenus sur GMTV Plus quand vous voulez. Et si vous voulez m'envoyer Diembo, I'm up to get there. Sure. To meet your boss. Yeah. You are the vice president. Senior vice president. Senior vice president. What does it mean in French? Senior vice-président principal en charge des opérations de marché Afrique francophone. Donc je suis en charge de tout ce qui concerne ces pays-là. Venez faire la pub sur GMTV Plus qui couvre toute l'Afrique francophone. Apportez-moi un peu d'argent. Non, on va travailler en partenariat. Ah oui, il faut de l'argent quand même. Mais l'argent se génère de plusieurs façons parce qu'on peut travailler en partenariat et que les revenus générés via les personnes qui vont adopter ou utiliser la plateforme vont être répartis selon la participation, c'est comme ça. Et puis j'allais en profiter pour parler
l'autre côté sur lequel nous travaillons également, c'est d'offrir une sorte de package à la diaspora africaine. Parce que notre plateforme, comme je dis, se décline en plusieurs services. Je vais parler des services d'inclusion financière. Ce n'est pas seulement la banque ou encore moins le transfert d'argent. Ça touche également les opérations immobilières. J'en profite pour rentrer un peu plus dedans parce qu'aujourd'hui, on est en Occident, si on peut dire, au Canada. Et puis le marché de l'immobilier est l'un des marchés les plus lucratifs. Et on a encore cet esprit traditionnel où on dit que dès que j'achète ma maison, c'est que j'ai réalisé mon rêve. Alors, nous, on essaie de proposer une solution alternative. C'est-à-dire de bâtir plus un réseau de communautés qui va nous permettre, comme j'ai expliqué tantôt que la banque va être décentralisée, remplacée par un réseau, de créer un mécanisme de levée de fonds et de financement des projets, que ce soit ici ou en Afrique, à travers un outil qu'on a le contrôle global, où chacun peut voir qui a reçu quoi, où et quand, pour financer des investissements d'acquisition d'immobilier, que ce soit l'immobilier d'habitation ou bien commercial. Donc nous avons déjà un projet pilote qui est actuellement en train de se dérouler au niveau du Nigeria, où on offre un package où les investisseurs auront accès à une propriété fractionnaire ou entière, ou la pleine propriété. Grâce à la blockchain, on peut avoir une propriété fractionnaire. C'est-à-dire, j'ai ma maison, je peux décider de vendre un cinquième, ou le 1/10e, ou le 1/1000e à une personne qui détient cette propriété, qui peut lui-même revendre à un autre, ou bien je peux le racheter par la suite. Donc grâce à cela, on peut offrir cela à la communauté africaine et qui également cible des marchés ou des pays où l'immobilier est en boom. C'est-à-dire un boom immobilier comme ce qu'on a eu à Dubaï dans les années 2000 pour aller créer plus de valeur rapidement pour la communauté. Donc c'est à peu près l'un des aspects sur lesquels nous le faisons. Et puis on permet aux investisseurs d'avoir une entreprise. C'est-à-dire une entreprise à la fois en Afrique, en Europe et aux États-Unis à partir de ce package-là. D'accord. On reviendra là-dessus quand vous voudrez. Oui. Pour aujourd'hui, j'espère que les téléspectateurs ont compris ce que moi j'ai compris, car en vous lisant la semaine dernière, je n'avais pas bien compris. Là, vous avez bien expliqué, la maman qui est au quartier, qui vend le bâton manioc là, a compris. Ou celle qui, seule le garou quelque part, a compris comment elle peut garder son argent et le voler un peu plus agressif car ça ne sert plus à rien. C'est très important de protéger les actifs et les avoirs de nos mamans. Et surtout les vulnérables. Absolument, absolument. Je ressors d'ici ayant compris surtout cela. Oui, parce que notre but et notre mission première était de répondre à la problématique des peuples africains. Puisque ce n'est que les Africains qui peuvent résoudre les problèmes africains. Parce que c'est nous qui les vivons, nous sommes partis de là, nous comprenons mieux les réalités au détail près, qu'est-ce qu'elles vivent au jour le jour. Regardez par exemple la question de vente d'or, des métaux précieux comme l'or. C'est un domaine très très lucratif, mais très difficile, très inaccessible carrément. C'est truffé d'arnaques, de vols, de fausseté. Alors nous, on a développé une solution pour répondre à cela spécifiquement, et même des agriculteurs aussi. Donc on a un ensemble de jetons numériques qui permet de traquer, de tracer et de vendre ça en temps réel. Donc même une maman qui est au bord de la route, qui vend la tomate, peut détenir des grammes d'or en termes de certificat garantis par la blockchain qu'elle peut vérifier. Vous comprenez un peu? Donc c'est beaucoup de choses. On n'a pas eu assez de temps, je crois qu'on va revenir on reviendra sur tous ces aspects-là dans les prochaines émissions. C'est clair. Merci beaucoup Camille Lagueux. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur JMTE+, dans quelques jours avec quelqu'un d'autre, un autre innovateur, peut-être le collaborateur de Camille Lagueux, peut-être quelqu'un d'autre de la maison, mais c'est sûr et certain. Comme je vous sais curieux, vous voulez en savoir plus, écrivez-nous des petits mots et je retournerai les voir pour vous donner plus d'explications. À très bientôt et gardez la banane. Merci beaucoup.